En 1934, le monde découvre une folle histoire. Celle qui s'est passée sur l'île Floréana avec la présence de la baronne Wagner, mythomane obnubilée par le sexe et l'argent. Sur les 9 personnes se trouvant sur l'île, 2 personnes disparaissent à jamais. 2 autres sont retrouvées à l'état de momie sur une autre île et une meurt d'intoxication alimentaire. Enfin, ça, c'est la version officielle. Car un empoisonnement semble aussi probable. Voici l'histoire d'un des 8 clos les plus fous qu'une île déserte ait jamais connu. Accrochez-vous. Avant de démarrer, je voulais remercier un de mes abonnés qui m'a fait découvrir cette histoire, ou plutôt redécouvrir, parce que je crois que je l'avais vu passer. Il me semble que c'était sur un Picsou Magazine, mais je me souvenais pas du tout de cette histoire, et quand je l'ai redécouverte, je me suis dit clairement, ça, c'est une vidéo que je dois mettre en priorité sur ma chaîne. On va déjà procéder à une présentation du lieu de notre huis clos. Bon visionnage. L'île Floréana est située dans l'archipel des Galapagos. Elle a d'autres noms comme l'île Santa Maria ou l'île Charles, en hommage au roi d'Angleterre Charles II qui régna au XVIIe siècle. L'île est sauvage, riche de biodiversité tant en espèces animales que végétales. Elle est petite puisqu'elle ne mesure en largeur comme en longueur que quelques dizaines de kilomètres. Son relatif isolement n'a pas beaucoup intéressé les hommes au fil des siècles. Selon la tradition, les pirates venaient s'y cacher pour enterrer leur butin, se reposer et préparer leurs nouvelles attaques. L'île accueille un premier habitant en 1807, Patrick Watkins, qui, semble-t-il, a vite pété un plomb puisqu'il en est reparti seulement 2 ans après. En 1832, c'est un centre pénitentiaire qui voit le jour pour y envoyer des militaires auteurs de mutinerie dont la condamnation à mort se transforme en exil. L'asile de la Plage est construit au pied du volcan au centre de l'île. Durant leur détention, les prisonniers ont peut-être aperçu un bateau qui passait au large sur lequel un jeune naturaliste commençait à réfléchir sur une théorie qui allait enflammer le monde, la théorie de l'évolution. Le jeune Britannique du bateau, le Beagle, s'appelait Charles Darwin. Pour le centre pénitentiaire, l'aventure s'arrête 20 ans plus tard. Trop compliqué, trop cher, trop dur. Il faut attendre ensuite 1925 pour voir débarquer une petite troupe scientifique avec quelques colons suédois qui vont séjourner 5 mois et construire la première station biologique de l'archipel dans le nord de l'île. Le groupe va avoir la bonne idée d'installer une sorte de boîte aux lettres dans laquelle ils mettent du courrier qui peut être récupéré par les bateaux qui font escale dans l'île. Les scientifiques repartent, mais pas les colons suédois qui tentent de développer une industrie baleinière. La vie est rude et la tentative d'exploiter les richesses de l'île tourne court. 2 ans plus tard, Floréana retourne à sa solitude. Puis la Grande Dépression de 1929 s'abat sur le monde, et notamment sur l'Europe, où quelques aventuriers vont décider de fuir la crise en partant jouer les Robinson dans l'archipel des Galapagos. « 1929 va faire beaucoup de dégâts. Crash boursier, crise économique, émergence d'une idéologie écœurante. Quand la plupart affrontent, d'autres fuient la crise. Le dentiste allemand, Friedrich Ritter, est au bout de cette vie qu'il ne supporte plus. La grise Allemagne n'est plus séduisante, tout comme sa femme d'ailleurs. Il va profiter de cette période trouble pour séduire une de ses patientes, Dor Strauch-Corwin. Elle quitte son mari pour suivre son aventurier dentiste et lui abandonne son épouse. Leur vie se tourne désormais vers l'autre bout de la planète, dans l'archipel des Galapagos, sur l'île Floréana. L'île est déserte et loin de tout, personne, pas même les Équatoriens, à qui l'île appartient et qui sont encouragés à y venir, n'a envie d'y mettre les pieds. Mais elle répond à la curieuse vision philosophique de notre dentiste allemand. Le retour aux sources, la vie sauvage. Avant de partir, ce dernier se fait enlever toutes ses dents et les remplace par des dents en métal qui ne lui causeront aucune carie. Les 2 amants s'installent et bâtissent un abri de bois et de pierres volcaniques. L'objectif est d'être nus toute la journée, de vivre du petit potager qu'ils ont planté à leur arrivée et de profiter de chaque instant de cette Robinsonade. Les mois passent et les 2 tourtereaux commencent à s'ennuyer peut-être un peu. Le dentiste envoie alors des courriers aux journaux allemands. Il invite d'autres aventuriers à venir les rejoindre, vivre une vie saine, végétarienne, retirée du monde. La presse s'empresse de relayer cette histoire et une famille mord l'hameçon. La famille Whitmer. Il y a Heinz, sa femme Margaret, le fils Harry
et un bébé à venir puisque Margaret est enceinte. Le petit Rolf naîtra sur l'île le 1er janvier 1933 et il aura la particularité d'être le premier bébé à avoir vu le jour dans l'archipel des Galapagos. La famille s'installe, tout habillée, sur l'île. Mais ce n'est apparemment pas le coup de foudre entre les Ritter et les Whitmer. On peut dire que c'est un remake au pluriel de la fable de La Fontaine, les cigales et les fourmis. Les Ritter sont nus et oisifs, profitant de chaque instant sur l'île, tandis que les Whitmer sont vêtus et travailleurs, âmes de pionniers, construisant solidement leurs bâtisses, élevant des animaux et s'occupant de plantations pour assurer leur survie. L'île est grande et chacun fait sa petite vie, ne se fréquentant qu'à de très rares occasions. Cette vie paisible et monotone est ponctuée de temps en temps par des expéditions scientifiques qui leur apportent quelques outils, des conserves et surtout les nouvelles du reste du monde. Vers la fin de l'année 1932, la baronne Wagner débarque sur l'île et la petite vie paisible va vite se transformer en une pièce de théâtre dramatique. La paix sur Floréana s'envole dès que la baronne Héloïse Verborn de Wagner-Bosquet pose le pied dans l'île, accompagnée de 2 amants officiels et présentés comme tels, Rudolf Lorenz et Robert Philipson. Un autre homme accompagne le trio, Felipe Valdivieso, manœuvre équatorien, qui 1 mois plus tard fuit l'île et l'excentrique baronne mythomane. Celle-ci d'ailleurs déclare rapidement qu'elle va faire construire un immense palace, l'Hacienda Parezzo, pour y recevoir des milliardaires en quête d'aventures exotiques et érotiques. Car c'est un fait, la baronne est obnubilée par les plaisirs de la chair. Son esprit est tourné en permanence vers la recherche du plaisir et des polissonneries. Elle reçoit les bateaux en visite en petite tenue, maillot de bain échancré, fouet à la main et pistolet à la ceinture. Ce qui n'est pas du tout du goût des premiers occupants, nos 2 familles, qui déjà ne s'entendent pas à merveille. Les conflits ne vont pas tarder à arriver. Les Whitmer soupçonnent la baronne d'intercepter les courriers qu'ils envoient en Europe pour en changer le contenu. S'autoproclamer impératrice de Floréana ou Pirate Queen of Galapagos et faire la promotion de son île auprès des journaux occidentaux qui, avec un contenu si croustillant, ne cherchent même pas à vérifier les sources. Bien vite, des curieux font escale sur l'île pour reliquer la baronne aguicheuse et mégalo. Un petit film est même tourné sur l'île faisant miroiter à notre baronne mythomane une vie de star, de paillettes et d'argent. Au bout d'1 an et demi de scandale et de tumulte, la baronne claironne qu'elle préfère désormais Philipson au grand désarroi du jeune Lorenz. La baronne et son favori maltraitent l'amant rejeté qui court chercher refuge de plus en plus souvent auprès de la famille Whitmer. Un climat délétère s'installe. Ritter ne supporte plus cette baronne qui cherche à transformer le havre de paix en lieu de passage à la mode pour la Café Society, terme qui sera remplacé à partir de 1950 par le mot jet set. Vers mars 1934, la baronne fait savoir à ses voisins qu'elle souhaite quitter l'île avec son amant préféré pour rejoindre Tahiti. Les 2 amants prévoient de monter à bord du premier bateau qui accostera sur l'île. Le 27 mars, Lorenz apparaît chez les Whitmer, affolé et nerveux, avec une valise très lourde dont on ne connaîtra jamais le contenu. Il affirme que la baronne et Philipson ont embarqué à bord d'un yacht. Mais personne ne croit à son histoire. Il semble avoir tout simplement disparu sur l'île, car les 2 familles sont formelles. Aucune n'a vu aucun yacht à l'horizon. Des soupçons se portent rapidement sur Lorenz. Est-il responsable de la disparition des 2 amants ? Ou bien dit-il la vérité sur le départ en bateau ? Margaret, même éprise de doute, soutient la version de Lorenz. Mais Dor a une autre version troublante. Le soir de la disparition, elle a entendu un long cri en direction de la maison des 3 amants qu'elle qualifiera d'indubitable. Puis, un long silence. Elle affirme également n'avoir vu aucun bateau ni avant ni après la date de la disparition. Par ailleurs, comme tous les autres occupants, on vient de le dire. La baronne Wagner et Philipson ne donneront plus jamais aucun signe de vie, ni aucune trace à Tahiti, où ils étaient censés se rendre et où ils auraient été remarqués. Le mystère en 2024 perdure encore. Mais attendez, Ce n'est pas fini. Lorenz veut quitter l'île à tout prix. Il laisse un courrier dans la boîte aux lettres destiné aux marins de passage comme quoi il prendra le premier bateau qui l'extirpe de cette île maudite. En attendant, il vide l'hacienda de tous ses objets, les vendant ou les donnant aux 2 autres familles.
2 mois plus tard, un pêcheur d'origine norvégienne, Trygve Nøggerud, fait escale sur la petite île avec son bateau. Il accepte d'embarquer Lorentz pour le déposer sur l'île de San Cristobal, où l'amant éconduit pourra plus facilement trouver un bateau le ramenant sur le continent sud-américain. Lorentz presse le pêcheur de partir, chargeant sa lourde valise au contenu jamais dévoilé. Le bateau appareille en juillet et disparaît sur l'horizon. Mais il n'atteindra jamais sa destination. Lui aussi disparaît. Dans l'île, après le départ de Lorentz, la vie calme et tranquille reprend ses droits. Pourtant, le 2 novembre, un événement troublant va frapper à nouveau Floréana. Ritter, le dentiste, meurt subitement. Il aurait été victime d'une intoxication alimentaire en consommant une boîte de conserve avariée dans laquelle il y avait de la viande de poulet. Étonnant pour un homme qui se proclamait végétarien. Sur l'île, personne n'y croit, comme pour la baronne et son amant. Les Whitmer soupçonnent Dor d'avoir empoisonné son dentiste. Elle affirme, ainsi que d'autres témoins ayant fait escale sur l'île, que Ritter traitait sa maîtresse comme une esclave et que l'amour s'était transformé en haine farouche. Dor quittera l'île en décembre, retournant en Allemagne pour écrire un livre sur son aventure, expliquant que la sécheresse avait détruit le faible potager qui les nourrissait et que, faute de nourriture, le couple avait dû se rabattre sur des conserves laissées par d'anciennes expéditions scientifiques, et citant enfin que la mort de son amant avait été une séparation amoureuse et tendre. À l'antipode de la version de Margaret, qui, assistant aux derniers instants du dentiste, déclarera que les 2 amants ne pouvaient plus se voir et que Dor semblait être au bout de cette vie misérable sur l'île. Pendant ce temps, dans les ports du Pacifique ainsi qu'en Europe, et en particulier en Allemagne, la baronne Wagner est présente dans toutes les discussions et dans tous les journaux. Les marins qui naviguent dans les eaux du plus grand océan guettent sa présence. 4 mois après l'appareillage du bateau de pêche sur lequel se trouvait Lorentz, un navire américain fait une petite escale sur l'île désertique de Marchena le 12 décembre 1934. L'équipage tombe par hasard sur 2 cadavres momifiés, allongés sur une plage, visiblement morts de soif. Au départ, ils croient avoir trouvé la baronne et son amant préféré. Mais rapidement, les cadavres sont identifiés. Ce sont ceux du pêcheur et de Lorentz. Que leur est-il arrivé? On ne sait toujours pas en 2024. Il y a cependant des hypothèses. La baronne Wagner et l'amant Philipson ne sont jamais réapparus. Pas une trace, pas un squelette, pas un seul témoignage de leur présence quelque part dans ce monde. Sont-ils encore sur l'île, enterrés ou jetés dans une faille volcanique? Les soupçons se sont bien sûr tournés vers Lorentz, qui aurait été l'auteur de leur disparition. Le motif? La jalousie, bien évidemment. Est-ce que les Whitmer auraient été informés des agissements de Lorentz par Lorentz lui-même et auraient couvert une histoire bien embarrassante aux yeux des regards extérieurs? C'est apparemment la théorie qui semble le plus probable aujourd'hui. Lorentz aurait abattu son rival et sa maîtresse avec l'une des armes à feu qui se trouvait à l'hacienda, puis aurait brûlé les corps avec du bois d'acacia et jeté les restes de cendres dans l'océan. Torturé par le remords, il aurait tout avoué à cette famille qui, pour garantir la tranquillité de l'île et ne pas avoir d'ennui ensuite, aurait gardé le secret ad vitam aeternam. Peut-être que l'amant maltraité a été aidé par Heinz, qui, quelques semaines plus tôt, avait piqué une colère qu'on ne lui connaissait pas contre la baronne Wagner pour dénoncer la maltraitance qu'elle faisait subir à Lorentz. Margaret était la dernière à savoir la vérité, mais elle est décédée en 2000, emportant avec elle le secret bien gardé. Ensuite, pourquoi Lorentz a été découvert dans une île si éloignée de l'île Floréana? L'hypothèse retenue est simple. Le bateau, un vieux rafio vétuste, serait tombé en panne en essayant de rattraper un navire en partance pour San Cristobal, sur lequel voulait monter Lorentz à tout prix, et aurait dérivé pendant de longues semaines sur l'océan. Ou bien percuté par une baleine, le vieux bateau aurait coulé, obligeant les 2 hommes à embarquer sur la chaloupe de secours. Sur cette chaloupe, les vivres auraient manqué, affaiblissant les 2 hommes assoiffés, quand, débarquant sur l'île Marchena, où aucune source d'eau douce ne les attendait, auraient succombé de faim, de soif et d'épuisement. Quant au décès du dentiste Ritter, a-t-il vraiment été victime d'une intoxication alimentaire? Ou était-ce un empoisonnement provoqué par une maîtresse qui n'en pouvait plus d'être prise pour une esclave? Dor Stroche publiera ses mémoires en 1936. Elle donnera sa version des faits dans un livre intitulé « Satan came to Eden ». La vie paisible qu'elle avait espérée avec Ritter s'était transformée rapidement en une vie de labeur, de travail incessant, s'éloignant de la vie de contemplation convoitée. Dor était atteinte d'une sclérose en plaques et sa maladie la rendait vulnérable sur l'île. Elle subissait critiques répétées, reproches acérés de la part d'un homme qui considérait la vie sur l'île comme une vie de discipline et de souffrance, selon les principes de Nietzsche. Il n'y avait plus de tendresse, plus d'attention. Le philosophe amoureux du départ s'était mué en tyran despotique dépourvu de pitié. L'Éden s'était transformé en enfer.
Dor avait maintenant une image bien différente de son être aimé et se tournait vers l'amour des animaux, à défaut de le trouver dans l'homme de ses rêves déchus. Si elle a bien empoisonné son dentiste, pouvons-nous lui pardonner? Mais une photo semble donner une version un peu plus troublante. Celle où l'on voit la baronne Wagner faire les yeux doux au dentiste Ritter. On savait que la baronne sautait sur tous les hommes qui passaient dans son champ de vision, et Ritter a sans doute été pris dans les filets de cette femme. Le dentiste aurait pu avoir une liaison au point de lui faire tourner la tête, fou de désir et d'amour pour cette femme hors du commun. Ritter, éconduit lui aussi, a-t-il aidé Lorenz à supprimer la femme qui leur avait fait tourner la tête? Dor, au courant de ses agissements, aurait alors trouvé une raison valable pour commettre l'irréparable. Ce huis clos est certainement très complexe au niveau psychologique. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'île Floréana va garder pour toujours ces terribles secrets. Personne ne pourra plus jamais savoir ce qui s'est réellement passé sur cette île du bout du monde. Je vous mets un lien en description du documentaire incroyable The Galapagos Affair Satan Come to Eden. Vous allez vraiment plonger dans le huis clos avec tous les protagonistes et les témoins encore vivants. C'est en anglais, donc activez les sous-titres en français et régalez-vous, vous allez passer un bon moment. J'espère en tout cas que l'écriture de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, voilà, j'essaierai de répondre à tous mes schtroumpfs. Et puis je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas. À très vite sur YouTube ou sur les autres réseaux comme Instagram ou TikTok pour une prochaine vidéo. Tchuss!